Alors, nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre du schéma régional des formations sanitaires et sociales et nous avons choisi de faire un point d'étape avec la lunette de l'attractivité parce que c'est un thème qui est à la jonction de nombreux sujets dans des secteurs où les besoins sont très importants pour accompagner les plus fragiles avec un vieillissement de la population qui génère plus de recours aux soins, secteur qui par ailleurs reste en tension de recrutement. Cette communication intervient dans le prolongement de l'événement organisé le 3 juin dernier dans l'hémicycle, dédié justement à l'attractivité des métiers et des formations, et qui a permis de mettre en lumière une quarantaine d'initiatives conduites en région par les partenaires et par les services de la région en transversalité et contribuant aux objectifs du schéma régional. Donc cette communication, c'est aussi l'occasion, face à l'ampleur des besoins, de dépasser le discours fataliste et de montrer que la région est en mouvement aux côtés de ses instituts de formation, aux côtés des établissements de santé et médico-sociaux, des fédérations d'employeurs, des prescripteurs, des apprenants et des apprenantes, et qu'en plus d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de formation sanitaire et sociale, qu'au-delà en fait, des efforts sur les quotas, eh bien, elle est moteur pour mieux articuler information, formation et recrutement. Il s'agit ici de valoriser l'engagement collectif parce que c'est l'enjeu, parce que eh bien, nous avons besoin d'agir ensemble, chacun à notre niveau, pour attirer vers ces filières, faire persévérer les élèves pendant la formation, réduire les abandons et ensuite garder, fidéliser les compétences sur le territoire régional. Alors, les efforts faits pour augmenter les quotas doivent mieux s'articuler avec ce qu'il se passe avant l'entrée en formation, dans l'information métier, pour une bonne représentation des métiers et des organisations de travail, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu ensuite sur la persévérance en formation. Et mieux s'articuler aussi avec la formation pour fidéliser les professionnels en emploi. Donc ça suppose que les employeurs jouent davantage le jeu pour des conditions d'accueil en stage et des conditions de travail beaucoup plus attractives qu'aujourd'hui. Évidemment, avec la fermeture continue de lits dans nos établissements de santé, les conditions de travail et de prise en charge des patients et des patientes à l'hôpital provoquent plutôt un effet repoussoir et pâtissent inévitablement sur la qualité de vie au travail et la qualité d'accueil en stage. À travers sa compétence en matière d'orientation et d'information des métiers et des formations, la région a démultiplié les actions et les expérimentations en direction des publics scolaires, des familles et des professionnels qui accompagnent à l'emploi ou à la formation pour améliorer la connaissance et la juste représentation des métiers des secteurs sanitaires et sociaux. Et dans la première partie de la communication, vous trouvez des exemples et des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 190 interventions depuis 2020 dans les collèges et les lycées, le dispositif Métiers en scène qui a touché 14 800 personnes depuis 2023, etc. Et mon collègue Jean-Patrick Gilles y reviendra certainement plus tard. Les dispositifs cordés de la réussite santé ou option santé mis en place avec le rectorat dans des lycées à Saint-Amand, à Bourges, Châteaudun, Leblanc, Châteauroux, Loches, Romorantin et Montargis pour inscrire les jeunes dans un parcours sur la durée pour mieux préparer leur choix de poursuite d'études dans les secteurs de la santé. Et nous espérons que ces dispositifs vont s'étendre. Dans le cadre de la Convention sur l'attractivité du grand âge, des expérimentations ont été conduites par nos équipes à Tours, Loches et Aubelan. Ce sont des expériences qui ont été construites à chaque fois avec des employeurs, des professionnels en activité pour accompagner à la fois en proximité et coller vraiment au plus près de la réalité des métiers. Et sincèrement, pour avoir participé à des démonstrations, je peux en témoigner, c'est bluffant de réalisme. La deuxième partie du rapport permet de rappeler les efforts conséquents portés par la région pour augmenter le nombre de places en formation dans le secteur paramédical en particulier, avec la réévaluation significative des quotas de première année en soins infirmiers, d'aides-soignantes et de masseurs-kinés, et l'ouverture de nouvelles formations, avec à chaque fois une vigilance à mailler le territoire au plus près des besoins. Et nous avons la même ambition lorsque nous soutenons la création d'une première année en santé dans les territoires les plus concernés par une faible densité médicale et paramédicale, à Bourges notamment. Si nos efforts pour augmenter les quotas ont été compensés en partie par des financements de l'État via le protocole État-région signé en 2022 dans le cadre du Ségur,
Sa remise en cause en 2025 avec une révision significative des moyens attribués. Pour notre région, c'est moins 2,5 millions. Et l'absence de visibilité quant à la pérennisation de ces moyens est très, très préoccupant, je le dis, alors même que les besoins pour former plus de professionnels restent toujours aussi grands. À ce stade, le projet de loi de finances qui a été déposé ce mardi ne prévoit pas le financement du protocole Ségur. Voilà, alors malgré ces incertitudes, la région a maintenu une réponse massive aux besoins de formation relevant de sa compétence, avec un gros effort porté sur les investissements pour 11 projets immobiliers engagés ou identifiés, et alors même que la responsabilité ne lui a pas été attribuée. En 2026, les projets de Blois et de Châteauroux seront livrés pour la rentrée, ce qui nous permettra de relancer le processus d'augmentation des quotas en première année de soins infirmiers. Depuis 2020, ce sont 1145 effectifs en plus inscrits en formation paramédicale, essentiellement infirmières et aides-soignantes. Vous avez dans la communication un certain nombre de schémas et de données chiffrées. Bien que, juste pour revenir sur la formation d'aide-soignante, vous l'aurez remarqué, les instituts peinent à remplir, le taux de remplissage est inférieur au volume ouvert. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec les instituts de formation et les structures du service public régional de l'orientation pour mieux communiquer sur le métier, pour sécuriser les parcours de formation, bien identifier les conditions de prise en charge financière et, lorsque cela est nécessaire, proposer des formations en amont ou en soutien pendant la formation pour accompagner les élèves sur les connaissances de base. Nous redisons dans cette communication que d'autres voies de formation sont à promouvoir. L'apprentissage peut être plus adapté aux besoins des apprenants et apprenantes et constitue une vraie opportunité de fidéliser les professionnels sur le territoire. La région s'est associée à l'ARS, qui est en compétence, pour encourager les établissements employeurs à activer ce levier. Et nous avons eu la même démarche pour encourager les employeurs publics de moins de 500 salariés à recourir davantage à la promotion professionnelle, avec la NFH notamment. Le rapport qui sera présenté demain en commission permanente va dans ce sens, avec un financement régional de 300 000 €. Et vraiment, l'articulation des financements région, ARS et ANFH nous a permis en 2025 de couvrir 89 des demandes de formation pour le diplôme pour la préparation du diplôme d'aide-soignant et à 163 agentes et agents de ces établissements de moins de 500 salariés de bénéficier de financements pour la formation en soins infirmiers. Enfin, en dernière partie de cette communication, nous avons voulu faire un focus sur la nécessaire transformation dans les contenus ou organisations pédagogiques pour réduire les abandons, montrer que la région accompagne les instituts de formation dans l'innovation parce que cela contribue aussi à leur attractivité. Avec des expérimentations comme celle mise en œuvre à l'IFSI-LIFA de Châteauroux-le-Blanc, qui propose un emploi du temps de formation qui est réduit donc à 4 jours au lieu de 5 pour permettre aux élèves aides-soignants et ambulanciers de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, pour leur permettre de réduire leurs déplacements, mais surtout pour réduire, l'objectif c'est bien ça, réduire les abandons en cours de formation. Avec l'accompagnement également et le financement de la région pour le développement des pratiques de simulation, pour atténuer les effets de la confrontation avec la réalité du travail pendant les périodes de stage. La pratique de la simulation, ça va des jeux de rôle à des mises en situation avec des équipements technologiques et numériques. Nous en avons vu un aperçu lors de nos visites avec le président. Ce sont des techniques qui permettent aux apprenants et apprenantes de s'entraîner aux gestes techniques en toute sécurité. C'est très rassurant avant l'entrée en stage. Sur ce sujet, nous travaillons à l'élaboration d'une feuille de route régionale pour homogénéiser les pratiques entre instituts de taille comparable pour une équité pédagogique pour les élèves de l'ensemble du territoire régional. Enfin, ça, c'est dans l'idéal, parce que si les baisses de moyens attribuées par l'État étaient confirmées, cela porterait un coup d'arrêt à nombreux de nos projets et possiblement à ces investissements dans l'innovation, alors qu'ils sont absolument nécessaires. Je vous remercie.